Notre édition spéciale, elle continue donc consacrée aux 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre qui a provoqué l'exode de 6 millions d'Ukrainiens en Europe. Comme cette femme, elle s'appelle Karina, avec sa fille. Elles ont fui Kiev dès le début du conflit, direction la France, où elles se sentent parfaitement intégrées aujourd'hui. Yann Effelé. À Kiev, il y a encore 2 ans, Karina était agent immobilier. Dès le début de la guerre, elle quitte l'Ukraine. Divorcée, elle s'installe seule avec sa fille à Paris. Cet après-midi, c'est au centre aéré qu'elle part la chercher. Oui, elle est très contente. Elle m'a dit il y a quelques mois, tu sais maman, je suis ukrainienne, mais j'adore la France. Yeva est en CE2 et suit l'école comme n'importe quel enfant de son âge. En 2022, elle ne parlait pas un mot de français. Aujourd'hui, elle s'exprime sans aucun accent. J'ai plein d'amis et je m'amuse bien à l'école. Toutes les deux vivent dans ce studio de 20 mètres carrés près de la capitale. Karina aussi a réussi à trouver sa place en France, mais pour combien de temps ? Parfois, et ça m'arrive vraiment, je voudrais être chez moi. Vous savez comment se sentir chez moi. Mais c'est où cette place chez moi ? Je voudrais être chez moi, ça veut dire à Kiev avant la guerre. C'est la place qui n'existe plus. C'est ça le problème, parce que je ne peux pas vivre dans la guerre. Non. J'ai le plus grand peur que la guerre peut commencer encore une fois. Que ça peut m'attraper encore une fois. C'est je crois que ce peur, il va rester avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Sur sa chaîne YouTube, défilent les vidéos de sa vie d'avant. C'est moi. Ouais. C'est comme une autre vie, totalement une autre vie. Donc je me sens même une autre personne aujourd'hui. Tout son parcours témoigne d'une motivation rare, comme lorsqu'elle décide d'apprendre le français et y parvient en à peine 6 mois. Oui, j'ai mis le note sur le subjonctif parce que c'est le plus dur sujet pour moi. Mais pas dans du le tout, grammaire. Il y avait une fois, j'ai lu un livre et j'avais un mot, je fusse. Oh mince, c'était subjonctif passé. Cette maîtrise lui ouvre la possibilité de travailler. Elle est embauchée dans une société qui vient en aide aux entreprises. Je commençais mon parcours, c'était en janvier 2023, comme une assistante d'équipe. Aujourd'hui, je suis responsable de mon service d'immatriculation à la TVA en France et c'est incroyable ça. Je suis vraiment très heureuse. Je crois que j'ai eu beaucoup de motivation. C'est la même chose que c'était avec la langue française, avec l'apprentissage. J'ai pensé que si je voudrais reconstruire ma vie, le plus vite possible, je dois faire tout ce que je peux. Le reste de sa famille, ses amis sont restés en Ukraine. En France, elle peut compter sur le soutien de l'État, mais aussi des autres réfugiés. Une entraide indispensable pour avancer. Les nouveaux équilibres militaires, économiques et géopolitiques en Europe après 2 ans de guerre. On en débat avec Jérôme Klech. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris et vous publiez La Prospective stratégique. C'est aux éditions Hermann. Vera Grandseva, bonsoir et bienvenue. Merci. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po. Romain Mielcarrec, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant spécialisé dans les questions de défense et de relations internationales et vous publiez Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes. On est aux éditions de Noël. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté évidemment sur le plateau de ce Sens Public, édition spéciale. Jérôme Klech, que retenez-vous? Quelle leçon peut-être principale tirez-vous de ces 2 ans de guerre? Est-ce qu'on a vécu dans l'illusion d'une victoire ukrainienne? Je crois que c'est malheureusement le mot, effectivement. La leçon que je retiens sur 2 ans, j'allais dire, de bilan, c'est sans doute un réveil extrêmement difficile pour les Européens, pour les Ukrainiens bien sûr, mais pour les Européens plus largement, en ce sens qu'il y a une prise de conscience pour un nécessaire réarmement, en fait, un réarmement militaire au premier chef. Car en fait, aujourd'hui, et c'est valable depuis quelques mois, en fait, on a finalement une conjonction de facteurs, d'éléments qui tournent autour d'une contre-offensive ukrainienne qui est un échec et qui non seulement est un échec, mais a été reconnu comme étant un échec. Ce qui est un double échec, d'une certaine manière, quand on connaît la dimension informationnelle, et vous l'avez souligné par le terme illusion, la dimension informationnelle de cette guerre. Il y a un relatif retrait
et peut-être pas si relatif que ça, des Américains sur ce conflit ukrainien en termes d'aide, mais peut-être plus largement aussi en fonction de l'élection. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'élection américaine, il y aura de toute façon un retrait stratégique. Même si Joe Biden est réélu, il aura sans doute une majorité très fragile. Bien sûr, de l'Europe et des atouts et des enjeux stratégiques de l'Europe. Et puis, il y a aussi une certaine faiblesse, il faut le dire, endémique des différents arsenaux nationaux, en fait, des pays européens. Ouais, et donc ça confine à devoir se réveiller pour pouvoir se réarmer. C'est ça l'enseignement majeur. On y reviendra évidemment en détail. Vera Grantseva, le pouvoir de Vladimir Poutine, je veux bien vous entendre là-dessus pour une première question. Est-ce qu'il a changé de nature en 2 ans et sur quoi repose sa légitimité aujourd'hui ? Oui, je crois que le régime de Poutine a profondément changé depuis l'invasion en Ukraine. Bon, déjà, depuis certains nombres d'années en Russie, on voyait que le régime s'endurcissait, que ça devenait plus répressif. Poutine était en train d'installer un État policier où il n'y avait plus de liberté de l'expression ni participation politique. Mais avec la guerre en Ukraine, il y avait encore un tournant qui a rendu, pour moi, le régime de Poutine presque totalitaire, où en fait il réprime toute activité politique et surtout aussi il est devenu plus agressif par rapport à ses voisins. Parce qu'avant on a vu que Poutine faisait tout pour maintenir son régime, même au détriment de développement politique et économique de la Russie. Mais en 2022 il était prêt, et il a envahi un autre pays et il a changé aussi d'ailleurs l'entourage de la Russie, le voisinage proche, parce que cette invasion aussi a eu des ondes de choc dans ce qu'on appelle l'espace post-soviétique ou l'étranger proche de la Russie. Mais surtout, ce qui s'est passé avec la guerre, les élites autour de Poutine ont beaucoup changé, parce qu'avant la guerre, la résilience du régime de Poutine reposait sur la division des séparations des différents groupes d'influence. Tandis qu'en 2022, c'est que les plus radicaux qui se sont retrouvés plus proches de Poutine et qui ont gagné plus d'influence. Et les autres, ils ont disparu par eux-mêmes ou alors ils ont été éliminés ? Exactement. Les autres sont soit partis, parce qu'il y avait ceux les hommes politiques comme Anatoly Chubais, par exemple, qui sont partis de la Russie, qui sont devenus des opposants, soit ils ont décidé de garder un peu un profil bas, de ne plus montrer leur activité politique pour ne pas se mettre en danger. Donc aujourd'hui, le régime de Poutine est plus radical et plus dur et plus agressif par rapport aux Russes eux-mêmes et par rapport à l'Europe et à l'Occident en général. Romain Mielcarré, est-ce qu'il y a on parlait de cyberattaques dans la première partie du débat. Alors c'est pas nouveau, hein, Mathieu nous le disait, mais est-ce qu'il y a de nouvelles armes ou de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, notamment de la part des services de renseignement russes, qui sont apparus là ? Alors, suite à l'invasion de février 2022, les pouvoirs politiques des pays européens en général, nord-américains également, et la France en particulier, ont pris conscience de la réalité du phénomène renseignement russe sur nos territoires, qui était extrêmement agressif, qui travaillait avec une impunité totale. Les services de renseignement le détectaient, le faisaient remonter, mais les décideurs politiques ont toujours considéré que c'était pas si grave que ça et qu'on pouvait l'accepter. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu du coup une vague d'expulsion de beaucoup de gens qui contribuaient à ce réseau de renseignement, à cette infrastructure, notamment au sein des ambassades dans nos pays, ce qui a fragilisé l'ensemble du dispositif. Un deuxième gros point faible, c'est qu'ils avaient des grosses lacunes en termes de sécurité qui faisaient que beaucoup de journalistes, d'observateurs ont réussi à retrouver les identités d'officiers de renseignement russes, notamment de clandestins. Ça, c'est en train d'évoluer. Ils ont énormément durci et réformé leur dispositif, notamment au cours de l'année 2023. Il y a une étude assez complète du RUSI, un think tank britannique qui est sorti ces jours-ci, qui donne pas mal d'informations. Et donc, qui nous dit quoi ? Que les services de renseignement russes ont tiré les leçons des premiers mois de guerre et redeviennent plus efficaces, c'est ce que je comprends ? Exactement, et que, alors, il y a deux aspects principaux. Le premier, sur nos territoires à nous, donc en Europe et en Amérique du Nord, il y a une réorganisation des réseaux de sources en jouant par exemple sur des étudiants, en jouant sur des gens au sein des populations russes qui ont fui la Russie, parce qu'au sein de ces gens qui ont quitté la Russie, il y en a qui voulaient juste échapper à la guerre, mais qui ne sont pas forcément hostiles à l'idée de coopérer avec le pouvoir, et qui donc pourraient trouver un moyen de se racheter quelque part.
à travers ce type de coopération. Et le deuxième terrain qui va être particulièrement intéressant, c'est l'Afrique. Où là, les services de renseignement militaires russes, la GRU, prend le relais de ce que faisait Wagner, la milice jusque-là, et donc reprend le contrôle des différents acteurs liés à Wagner, que ce soit des acteurs économiques, contrôle de mines, etc., ou les acteurs militaires, où ils récupèrent en fait les combattants, les mercenaires, pour les intégrer, les contrôler au niveau de l'État, cette fois directement. Alors, on va parler effectivement de la question de la défense européenne. Ça va être une partie importante de notre débat, puisque face à cette menace russe, les Européens, les Occidentaux au sens large, se réarment. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'en félicitait. C'était il y a 8 jours à Bruxelles. L'année dernière, nous avons constaté une augmentation sans précédent de 11% chez les alliés européens et le Canada. Cette année, je m'attends à ce que 18 alliés consacrent 2% de leur PIB à la défense. C'est un autre chiffre record. C'est 6 fois plus qu'en 2014, où seuls 3 alliés avaient atteint l'objectif. Vera Grantseva, c'est une autre leçon dans ces décisions spéciales. Évidemment, on est beaucoup dans un bilan des 2 années écoulées et puis on essaye de se projeter. C'est une autre leçon de ces 2 ans de conflit. L'enjeu de la guerre, il va au-delà de l'Ukraine. C'est ce qu'on est en train, les uns et les autres, de comprendre. Il y a une prise de conscience ? Oui, je trouve qu'il y a une certaine prise de conscience parce qu'on voit la rhétorique de Poutine qui continue à être agressif et qui, en gagnant quand même un tout petit peu de territoire au cours de 2023, notamment après un échec de la contre-offensive ukrainienne, il un peu remet des ailes et se prépare en fait à continuer la conquête des pays voisins de la Russie, parce qu'on voit que déjà le régime a changé profondément. Donc maintenant, autour de Poutine, il n'y a que les gens assez radicaux et Poutine aussi s'est radicalisé beaucoup. Et presque pour lui, la guerre est devenue la raison d'être du régime. Donc qu'est-ce qu'il peut proposer à la société russe sauf la guerre? Il n'y a plus d'idées qu'il peut proposer. Donc du coup, la continuation de la guerre au-delà de l'Ukraine, effectivement, ça peut être son programme pour les années qui viennent. Mais quelle cible? Oui, on a vu déjà qu'il y avait il a envoyé, à mon avis, les signaux pour les pays, notamment baltes, où il y a aussi les populations russophones qui sont discriminées, en guillemets, et qu'il faut sauver, et qu'il faut aller protéger, etc. On a vu la même rhétorique par rapport à l'Ukraine depuis 2014. Les pays baltes, avant, on voyait que c'était les pays protégés par l'OTAN, et du coup, c'était vu un peu comme bouclier contre Poutine. Sauf que si en Ukraine, l'OTAN se montre faible et inefficace, qu'est-ce qu'on peut décider au Kremlin? Que finalement, on peut aller et défier l'OTAN. Donc aujourd'hui, dans cette ambiance assez agressive et machiste, aller plus loin et aller montrer que la Russie et le régime de Poutine est plus fort que l'OTAN, ça peut être assez logique. Donc oui, cette guerre, effectivement, ça peut avoir un impact non seulement à l'Ukraine, à son futur, mais aussi aux pays voisins, comme les pays baltes. Alors justement, parlons des pays baltes qui ont annoncé un renforcement de leur défense, de leur ligne de défense face à cette menace russe. Ils ont convenu d'équiper leur frontière commune avec la Russie et le Bélarus d'installations de défense. Jérôme Klech, ça veut dire quoi? Il y a des raisons objectives pour ces pays de se sentir menacés, qui sont liées évidemment à la géographie, peut-être aussi à l'histoire, et puis tout simplement à ce que déclare Poutine? Oui, il y a des raisons objectives de se sentir menacés, mais c'est pas nouveau, et il y a eu une réaction de l'OTAN forte qui fait qu'aujourd'hui, si on applique les choses avec discernement, ils peuvent, j'allais dire, raisonnablement se sentir sécurisés. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à l'OTAN. D'une part, et d'autre part, ils font partie de ces pays pour lesquels il y a une réassurance. C'est-à-dire qu'au-delà de l'article 5, il y a ce qu'on appelle la présence avancée rehaussée, qui fait que les alliés, dont la France, par roulement, assurent justement à la frontière une surveillance, une sorte de dissuasion qui permet d'éviter justement que les Russes viennent trop taquiner la frontière. Et là, à l'heure où je vous parle, par exemple, la France assure à travers la mission, ce qu'on appelle Enhanced Air Policing, c'est-à-dire une police du ciel un peu renforcée, assure avec 4 rafales la police du ciel des États baltes depuis la Lituanie. Et régulièrement, et c'est arrivé, ça existe depuis 2017, régulièrement, nos rafales peuvent intercepter ou en tout cas escorter
et des bombardiers stratégiques à long rayon d'action. Donc ces pays sont raisonnablement en fait protégés. En revanche, là où je partage votre point de vue, c'est que si on laissait, pour dire les choses clairement, capituler l'Ukraine, eh bien des pays tels que la Moldavie et la Géorgie seraient très clairement encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui en ligne de mire. Est-ce qu'il y a, Romain Mielcarré, des opérations de déstabilisation qui ciblent, j'imagine que oui, mais qui ciblent précisément, et si oui, lesquelles, ces pays baltes? Il y a des opérations de déstabilisation qui visent l'ensemble des acteurs. Alors les Baltes, en fait, que ce soit les Baltes, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit au-delà du territoire de l'OTAN, la Moldavie, la Géorgie qu'on a cité, que ce soit le Japon, qui est également ciblé, que ce soit les Balkans, les pays dans les Balkans qui sont aussi un maillon sur lequel la Russie essaie de travailler, parce que ça fait partie des zones qui sont fragiles. Il y a dans chacun de ces territoires des stratégies, des campagnes qui sont mises en place pour mettre en difficulté tout ce qui peut être un soutien des démocraties occidentales, les pays de l'OTAN, etc., faire monter des oppositions qui vont être favorables à la Russie, et surtout tout faire pour que les populations soient tendues, se méfient de leur gouvernement, que le doute règne et qu'au maximum, il y ait du chaos, de l'agitation, de la tension au sein des sociétés, pour que ces sociétés-là ne puissent pas prendre des décisions difficiles qui mettraient les moyens pour que, par exemple, l'Ukraine puisse se défendre. Vera Grantseva, si on reste sur ces pays baltes, il y a eu notamment ces avis de recherche, c'est ça, qui ont été lancés sur un certain nombre de leaders politiques de l'Estonie, aussi de la Pologne. On peut rajouter la Pologne. D'ailleurs, avec quel... C'est quoi, alors il faut rentrer dans le cerveau de Poutine, mais c'est quoi la logique de lancer un avis de recherche contre la première ministre estonienne, par exemple? Oui, effectivement, c'est pas facile à comprendre la logique de Poutine dans ce sens, du point de vue occidental. Moi, je vois deux raisons. C'est d'abord l'intimidation, donc presque menacer les leaders de ces pays-là lors de leur voyage, qu'ils peuvent être arrêtés parce qu'il y a le mandat d'arrêt que la Russie a issu. Normalement, la Russie coopérait avant avec Interpol, donc il y a les bases de données, etc. Après, à mon avis, il y a aussi une envie de se mettre au niveau de la Cour pénale internationale et aussi sortir les mêmes accusations, les mêmes mandats d'arrêt, de montrer que c'est pas que contre Poutine qu'il y a un mandat d'arrêt et il est vu comme un criminel international dans le monde entier, mais c'est aussi, il a les autres leaders pareils. Donc ça fait un peu, pour moi, la partie de la campagne de désinformation de Poutine, de mélanger les choses, de relativiser les choses, de confondre, de semer le brouillard, de dire que voilà, c'est pas que Poutine qui est recherché par le Cour pénal international. Il y a aussi les autres leaders occidentaux qui sont aussi à la recherche par les différentes autorités des autres pays. Donc voilà, c'est la stratégie de désinformation. Est-ce que c'est aussi à usage interne, ça? Pardon ? Est-ce que c'est aussi à usage interne vis-à-vis de l'opinion publique russe? Oui, exactement. Il y a aussi un volet, pour moi, ici, de la politique intérieure, de montrer la puissance de la Russie, le rôle international, que la Russie aussi sait menacer et sait peut-être aussi chasser les leaders occidentaux dans le monde entier. Alors, on fait le bilan de ces 2 ans et on voit à quel point les équilibres géopolitiques, notamment en Europe, ont pu être bouleversés. Mathieu, on va s'intéresser à la relation pas toujours simple entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Oui, alors sur le papier, les 2 hommes avaient quand même quelques raisons de s'entendre. Ils sont nés à 1 mois d'écart, il faut quand même le rappeler. Volodymyr Zelensky voulait s'inspirer, il voulait être le Macron ukrainien. Il s'inspirait du succès éclair d'Emmanuel Macron quand il a accédé à l'Élysée en 2017. Emmanuel Macron l'avait reçu en 2019 quand il était candidat à l'Élysée. Alors il avait reçu aussi son adversaire, le président sortant, mais c'était quand même assez... Il y avait une forme de curiosité pour cet humoriste. Enfin, à l'époque, c'était un humoriste. Et puis, Volodymyr Zelensky avait dit, je pense que c'est le début d'une belle amitié. D'accord. Il avait été, effectivement, il avait réservé sa première visite de président. Oui, alors, avec même une co-visite avec Poutine. Enfin, un rendez-vous avec Poutine organisé par le président français. Alors, cette amitié, forcément, elle va être mise à l'épreuve, là, avec la guerre. Oui,
Oui, parce qu'au lendemain de l'agression russe, Emmanuel Macron est le premier chef d'État occidental à s'entretenir avec son homologue ukrainien. Mais le président français, il croit encore en ses chances de pouvoir jouer les médiateurs internationaux. Et ça va vite décevoir à Kiev. D'abord parce qu'il continue de parler avec Vladimir Poutine. Il échange quand même une dizaine de fois, vous vous souvenez, Emmanuel Macron, dans les débuts de la guerre. Il lâche cette fameuse phrase en appelant à ne pas humilier la Russie pour ne pas insulter l'avenir. Et il déclenche du coup la colère de Zelensky qui répliquera « Nous, personne ne nous humilie, mais on nous tue ». L'Ukraine trouve par ailleurs que la France est beaucoup moins généreuse que ses voisins européens quand il s'agit de contribuer à l'effort de guerre, en particulier en matière de livraison de matériel militaire. Mais ça va mieux, qu'est-ce qui va les réconcilier? Côté français, d'abord Emmanuel Macron va commencer par se résoudre, va finir plutôt par se résoudre au fait qu'il n'y a plus rien à attendre de Vladimir Poutine. Donc les échanges vont s'espacer, c'est terminé. Il n'y a plus rien à attendre de ce côté-là, ça c'est à l'automne 2022. Et puis les relations vont se réchauffer entre les deux hommes. Volodymyr Zelensky, il y a un an, va dire « Je crois qu'Emmanuel Macron a changé et qu'il a changé pour de vrai cette fois ». Ça c'est ce qu'il dit au Figaro. Alors il y a des livraisons d'AMX, on en a parlé tout à l'heure, les canons César qui sont passés par là, et les canons César sont très appréciés par l'armée ukrainienne. Et puis côté ukrainien, Zelensky a quand même compris tout le bien, tout l'intérêt en gros qu'il avait à travailler avec ses soutiens européens, au premier rang desquels Emmanuel Macron en tant que président de la France, surtout à l'approche aujourd'hui d'une élection présidentielle américaine plus qu'incertaine, car si l'argent a coulé à flot venant des États-Unis, c'est quand même plutôt du côté des 27 que viendra... sinon une garantie, mais en tout cas plus d'assurance pour la survie, en tout cas de façon pérenne sur le continent. Jérôme Klech, sur la capacité, on l'a un peu évoqué dans la première partie de cette édition spéciale, mais je voudrais y revenir sur la capacité des industries militaires françaises à livrer plus d'armes à l'Ukraine. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Parce que je lis pas mal d'articles sur le fait que beaucoup de ces entreprises sont un peu au rupteur en quelque sorte. De toute évidence, pour que les industries fournissent, il faut qu'il y ait des commandes. C'est la première des choses. Et oui. Et après, il y a un délai, évidemment, de fabrication et de livraison. Et puis, il faut que les choses soient faites aussi en bon ordre. La force de l'Europe et des États membres européens repose d'abord sur leur force nationale. Je reprends l'article 3 de l'OTAN, ça commence comme ça. C'est-à-dire que pour être fort à plusieurs, il faut commencer par être fort soi-même. Donc il faut, si vous voulez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord s'assurer, et je le disais en introduction, de la force des arsenaux nationaux. Ça ne concerne pas que la France. La question que vous abordez concerne l'ensemble des pays européens. La France a beaucoup fourni. Elle a fourni, vous l'avez dit, des canons César, une trentaine. Elle a fourni de quoi faire de la défense solaire et de la défense aérienne multicouche, courte, moyenne portée, avec des crottes LNG au nombre de 2, avec un dispositif Santé Mamba au nombre de 1. Elle a fourni de quoi frapper dans la profondeur. C'est ce qui véritablement est la partie la plus critique, capacité à frapper dans la profondeur. C'est ce que la Russie a, c'est ce que l'Ukraine n'a pas ou n'a pas assez. Elle l'a fait grâce à des missiles Scalp et des Storm Shadow, au nombre d'une quarantaine, encore livrés, une centaine, pardon, quarantaine encore livrées le mois dernier. Donc il y a eu beaucoup de matériel livré, et il y en aura encore s'agissant de l'artillerie et des obus. Après, à l'impossible, après, nul n'est tenu. Romain Mialcarek, je vous vois peut-être un peu dubitatif. Je ne suis pas du tout d'accord. La France ne fait pas partie des pays qui livrent de l'armement de manière significative. L'effort fourni par la France... Zelensky a remercié quand même Emmanuel Macron pour les scalps. Évidemment. Pour les scalps. Il va pas, et encore dernièrement. Il ne va pas cracher dans la soupe. Et sur certains... effectivement malvenu. Sur certains des matériels que tu as cités, il y a effectivement des capacités qui sont extrêmement appréciées. Les César, les munitions qui permettent de frapper dans la profondeur sont extrêmement appréciées. Mais à l'échelle d'un pays qui a l'une des plus grosses industries d'armement du monde, qui a l'un des plus gros budgets de défense au monde, la France est un pays qui n'a pas arrêté politiquement de se planter depuis 10 ans, 15 ans à l'égard de la Russie, qui, alors que l'invasion avait été lancée à grande échelle, a continué d'être à côté de la plaque. Aujourd'hui, en Ukraine, quand on discute avec des Ukrainiens, ils ne perçoivent pas la France comme un allié extrêmement fiable. En termes de volume de notre PIB, si on prend les estimations, les chiffres les plus élevés, qui sont probablement assez optimistes, on est de l'ordre de 0,1% du PIB. C'est 3 fois moins que les États-Unis. Les Estoniens sont à 3% de leur PIB. Donc en fait,
on ne peut pas dire qu'on fasse un effort. Cette courbe, on l'a vu dans notre première partie d'émission avec Audrey Bettas, qui effectivement place la France en queue de peloton sur l'aide militaire à l'Ukraine. Bon, on a entendu vos arguments. Mais c'est un choix politique. C'est-à-dire que le choix politique de la France est de dire, bon, on fait, on affiche beaucoup, mais l'effort est quand même réponse, très raisonnable. Jérôme Klech, et puis ensuite on avance sur notamment l'OTAN et l'Europe dans l'OTAN. Il y a deux choses. Il y a l'effort pour les Ukrainiens eux-mêmes et l'effort pour ce que l'Ukraine représente de sécurité pour les Européens. Le choix politique, il se fait en fonction de ce que le conflit ukrainien représente de sécurité pour l'ensemble européen. Bon, alors justement, l'Europe et la capacité de l'Europe à accentuer son effort de défense, à finalement transformer en acte la prise de conscience de la menace Poutine dont on parlait tout à l'heure. Il y a d'abord une information qui est factuelle. La Suède devrait bientôt devenir le 32e pays membre de l'OTAN, à condition que le Parlement hongrois ratifie cette adhésion. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, fait traîner. Ça ne plaît pas à son homologue polonais, Donald Tusk. On l'écoute. Il est inacceptable, et pas seulement de mon point de vue, qu'un seul pays puisse en bloquer un autre, surtout dans le contexte de la guerre avec la Russie en Ukraine. Et c'est pourquoi nous devons faire pression sur nos amis de Budapest pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Vera Grantseva, est-ce que c'est une question là de jour, le vote du Parlement hongrois? Qu'est-ce qu'on en sait? Je n'ai pas beaucoup d'informations sur cet aspect-là, mais j'imagine que ça va finir par le vote favorable à cette question, parce qu'on a vu que Orban a utilisé plusieurs sujets pour faire du chantage, finalement, soit à l'Union européenne, soit à l'OTAN. Donc, finalement, il finit toujours par voter pour, juste il traîne, ça prend du temps, et il arrive à gagner un peu de l'argent de l'Union européenne ou de quelques privilèges dans ses relations avec les leaders de l'OTAN. Alors on parle de ce que cette guerre a transformé. La Suède qui n'a participé à aucun conflit armé depuis 1814 et qui présentait, c'était ce mardi, les fleurons de sa marine. On va voir quelques images, présentation de ses navires militaires, le CB-90, une corvette de classe, je le prononce certainement mal, Gävle, et ils font partie d'ailleurs, ces navires CB-90, d'un paquet d'aides que la Suède livrera à l'Ukraine sous forme d'équipement militaire. On parle d'un montant qui est record pour la Suède de plus de 600 millions d'euros. Romain Mielcarek, je me souviens de cette phrase d'Emmanuel Macron, on était en 2019, l'OTAN en état de mort cérébrale. Ça aussi, c'est l'une des leçons d'un changement de pied radical que cette guerre a provoqué. Puis ça fait un sacré point commun entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'est leur capacité à se planter grossièrement dans leurs analyses. On a bien compris que vous étiez critique. Donc effectivement, alors quand Macron dit ça, s'il le dit, c'est aussi dans une logique de mettre à distance les États-Unis. Il y a tout un fantasme sur l'idée que les États-Unis décident seuls au sein de l'OTAN. On est dans une période où il y a l'expérience de Trump qui a montré que l'allié américain avait ses limites. Et donc il y a une idée du côté d'Emmanuel Macron qui est de dire en fait l'effort de défense et de sécurité commune, il faut le basculer progressivement depuis l'OTAN vers l'Union européenne. C'est à ce moment-là une partie de la réflexion. Effectivement, l'OTAN aujourd'hui a repris toute sa place et en termes de compétences, de performance, de capacité, c'est une organisation qui est absolument unique au monde. Et juste un dernier point, effectivement, Vladimir Poutine a quand même réussi, l'un de ses arguments pour justifier son invasion, c'est de dire l'OTAN nous menace et nous met en danger. Le succès de Vladimir Poutine, c'est d'avoir fait rentrer 2 pays en plus au sein de l'OTAN, la Finlande et la Suède, et d'avoir été particulièrement agressif avec 2 pays qui étaient hostiles jusque-là à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, qui étaient la France et l'Allemagne. Donc c'est un échec sur toute la ligne. Et juste une phrase. Vous parlez, on voit s'afficher tous les pays européens membres de l'OTAN. Allez-y. Et juste une phrase sur la Suède. Quand on dit que la Suède n'a pas participé à des guerres, elle a quand même participé à des opérations militaires à un niveau assez conséquent. Leurs troupes sont rodées. Alors pas l'ensemble, et elles sont pas. La Suède n'est pas autonome sur tous les aspects, mais il y a des domaines où ils sont extrêmement bons. Les forces spéciales et tout ce qui touche à la cybersécurité et à la lutte contre l'influence. Vera Grantseva, est-ce que c'est pas finalement l'un des principaux échecs de Vladimir Poutine, avoir redonné à l'OTAN toute sa légitimité à être le bouclier d'un certain nombre de pays européens?
Oui, bien sûr, pour moi, c'est un grand échec de Poutine. Il est parti du principe que l'Europe est décadente, l'Europe est faible, l'Europe n'est pas capable à gérer les crises, à résister aux agressions que Poutine a commencé contre l'Europe. Finalement, on a vu que l'Europe s'est réveillée. Bon, ça a pris un peu de temps. On se rappelle qu'au début, les livraisons à l'Ukraine étaient assez ridicules. Vous vous rappelez, c'était presque des médicaments, des gilets pare-balles, etc. Mais petit à petit, il y avait une prise de conscience que c'est une guerre existentielle, pas que pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe, finalement. Et bien sûr, par rapport à l'OTAN, ici, on voit que le calcul était très mal fait. Et la Finlande, qui était toujours, depuis la deuxième partie du XXe siècle, neutre, et c'était aussi vu comme une réussite de cohabitation entre deux pays après une guerre. Il faut se rappeler que la Finlande a subi aussi l'invasion de l'Union soviétique en 1939. Donc c'était vu comme un bon compromis avec la Finlande. Tout ça, tous ces efforts qui ont pris beaucoup des années de négociations, de coopération ont été complètement gâchés par la stratégie de Poutine qui a effectivement renforcé l'OTAN et a réveillé l'OTAN aussi. Alors si on se projette dans ce qui peut se passer dans les prochains mois, les prochaines années, Vladimir Poutine oserait-il s'attaquer à un pays membre de l'OTAN? La question, d'une certaine façon, elle est redevenue d'actualité après cette déclaration de Donald Trump en campagne pour redevenir président des États-Unis. Je suis arrivé, j'ai fait un discours et j'ai dit « vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « vous n'avez pas payé ? Votre compte est en souffrance ?» Il a dit « oui, imaginons que ça arrive. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. » Voilà, et je propose à Audrey Vetas de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau, parce que, évidemment, Audrey, rebonsoir, les propos de Donald Trump ont jeté un coup de froid chez les Européennes, et ça relance l'idée d'une Europe de la défense. Oui, une idée qui est dans les cartons depuis les années 50. Nous sommes à l'époque en pleine guerre froide, et les États-Unis, qui sont engagés en Corée, s'inquiètent d'une attaque de la Russie sur l'Allemagne, à laquelle ils ne pourraient pas réagir. Ils demandent donc à la CECA, qui est l'ancêtre de l'Union européenne, de créer une sorte d'armée européenne, mais c'est la France qui bloque. L'idée de revoir sitôt après la Seconde Guerre mondiale des Allemands en uniforme ne passe pas du tout. L'idée d'une communauté européenne de la défense, elle revient ensuite sur la table dans les années 90. À ce moment-là, on prépare l'Union européenne. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un accord sur les relations internationales. Et la France et l'Allemagne ne sont pas du tout alignés sur bon nombre de conflits. Donc c'est un nouvel échec. Et puis il faut savoir qu'il y a plusieurs pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, qui misent d'abord sur l'OTAN et sur les États-Unis pour leur défense. D'ailleurs, 63% des commandes d'armement de l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine ont été passées aux États-Unis, d'après le groupe de réflexion IRIS. C'est donc pas du tout naturel pour eux d'imaginer une défense européenne. Est-ce qu'on peut quand même parler d'embryon d'armée européenne? Oui, on peut penser au groupement européen de forces spéciales Takuba, qui était engagé au Mali avant de disparaître. Et puis on a aussi des armées, des réservistes qui s'entraînent ensemble en bilatéral, mais pas de quoi créer une armée européenne d'ici quelques années. Comme l'explique Cédric Perrin, il est président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Si c'est l'entendre comme l'a sous-entendu le président Macron en 2017, d'avoir en gros des soldats avec un drapeau européen sur le casque, moi ça j'y crois pas trop. En revanche, ce en quoi je crois fondamentalement, c'est une Europe industrielle de la défense, c'est-à-dire une industrie européenne de la défense qui permette de faire en commun des projets qui soient des projets qui aujourd'hui sont des projets qui coûtent cher et qui peuvent être faits en commun pour ensuite avoir des débouchés européens. D'ailleurs, et ça va dans ce sens, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit que si elle était réélue, elle créerait un poste de commissaire européen totalement dédié à la défense, alors que pour l'instant, ça appartient au portefeuille de Thierry Breton, qui est le commissaire au marché intérieur. Merci beaucoup, Audrey Vetas. Alors, on va être peut-être dans le... Pas dans les chimères, justement, Jérôme Klech. Qu'est-ce qui est possible, là, pour en matière d'Europe de la défense? Effectivement, des alliances industrielles plus efficaces que celles qui existent aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. La première, c'est une vieille idée, mais elle a quand même vécu de 2016 à 2020, où il y a eu beaucoup de choses de faites. Pour citer qu'un exemple, la Facilité européenne de paix, plusieurs milliards qui ont été abondés jusqu'à finalement donner 21 milliards d'aides militaires par l'Union européenne à l'Ukraine. Cette Facilité européenne de paix, c'est un instrument que d'ailleurs a poussé la France
et pour lequel elle a dû beaucoup se battre pour faire admettre en fait que l'Union européenne, via une enveloppe extra-budgétaire, puisse financer des armements létaux. Ouais. Voilà, ça c'est un concours indirect, typiquement, de la France pour l'Ukraine et pour la sécurité des Européens. Après, bon, voilà. je repose ma question différemment. Deuxième chose. Sans l'OTAN, l'Europe ne peut pas se défendre. C'est très clair. Donc, est-ce que ça pourrait changer? Si oui, comment? Et j'en viens à votre sujet. Depuis 2020, ça marque le pas. Et donc, que peut-on faire pour aller plus loin? Aller plus loin, c'est être capable d'intervenir dans la haute intensité, dans un conflit qui serait celui, typiquement, que connaît l'Ukraine. Pour ça, on en revient effectivement aux bases, c'est-à-dire aux efforts nationaux. Sébastien Lecornu disait ce matin, aujourd'hui, on est à 2% du PIB et à 30% d'investissement dans les capacités qui permettent justement des engagements de haute intensité. Ça, c'est 10% au-dessus de ce que demande l'OTAN, c'est 2%, c'est exactement ce que demande l'OTAN. Et ça, tous les États membres, pas seulement 18 comme disait Jens Stoltenberg, mais tous les États membres de l'OTAN, 30, doivent pouvoir le faire. Et sans doute peut-être au-delà. C'est là le véritable effort. Le deuxième effort, c'est d'être capable d'acheter européen, c'est-à-dire de fortifier la base industrielle et technologique de défense européenne. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. 66%, avec, comme l'Allemagne, 100 milliards d'investis, dont 30 milliards pour acheter du F-35. On reviendra sur ce sujet-là. Pourquoi du F-35 ? Parce que derrière, il y a cette fameuse dissuasion américaine élargie, mais qui n'est qu'une chimère. En réalité, la dissuasion fonctionne parce qu'effectivement, elle couvre les pays européens, si toutefois les Américains décident de le déclencher. Mais ça ne nécessite pas forcément de partager les arsenaux. Ça, c'est une façon d'obliger à vendre américain. Voilà. Et donc, fortifier cette base industrielle technologique de défense. Et dernier point, c'est d'être une capacité d'agir et d'opérer ensemble. Un exemple, la France assure typiquement des opérations comme il y a eu le cas Chamal contre l'islamisme radical mené par Daesh, des opérations contre le potentiel chimique syrien avec des frappes dans la profondeur, pas plus tard qu'en 2018, opération Hamilton. Sur ces opérations-là, on attend encore les États membres européens qui seraient capables d'accompagner la France. Peut-être que les Britanniques pourraient, mais pas beaucoup. Je reviens quand même. Voilà, et c'est là que l'effort de défense doit se faire. Le temps passe très vite, mais il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on revienne sur la déclaration de Donald Trump quand même, parce que je ne sais pas à quel point il faut la prendre au sérieux. Votre avis là-dessus, Romain Mielcarrec, pour commencer. Est-ce que ce serait pas, imaginons, il est réélu et effectivement il met sa menace à exécution. C'est quand même un aveu de faiblesse. Les États-Unis qui se retirent d'une certaine façon ou qui réduisent leur participation au budget de l'OTAN, aveu de faiblesse, par exemple vis-à-vis de la Chine. Alors, s'il allait jusqu'à se retirer, effectivement, ça affaiblirait l'OTAN. Clairement, pour l'OTAN et pour les Européens, une élection de Donald Trump serait probablement une mauvaise nouvelle en termes de sécurité collective. Après, globalement, les États-Unis sont quand même dans une logique de réorientation d'une grande partie de leurs moyens de défense et de leurs enjeux stratégiques vers l'Asie. Il y a un vrai pivot en la matière qui n'est pas propre à Trump. C'est-à-dire qu'eux voient les enjeux de défense aujourd'hui quand même ailleurs que dans la zone couverte par l'OTAN. Parce que l'OTAN vise à protéger le territoire nord-américain, atlantique, européen, pas le reste du monde. Oui, mais quand même, je reviens à la menace, et vous nous l'avez dit finalement, heureusement qu'il y a l'Europe pour l'industrie militaire américaine. Donc, je ne crois pas que cette menace puisse être mise à exécution par Donald Trump. Faut pas exagérer. Les entreprises américaines, leur dépendance à l'export est beaucoup moins importante que pour les entreprises européennes. Après, effectivement, c'est toujours important pour eux d'avoir un marché complémentaire. Mais c'est pas le dernier des marchés, l'Europe, quand même. Non, bien sûr, c'est pas le dernier des marchés. Pour eux, c'est précieux. Et c'est aussi un enjeu de négociation pour un certain nombre de pays européens que de dire, nous, on achète américain parce qu'en échange, on espère que les Américains vont contribuer à notre défense. Je vous redonne la parole vraiment là-dessus, mais d'abord, Vera Grandseva. Oui, je voulais aussi ajouter que il ne faut pas oublier que Trump est quand même un leader populiste et il est en pleine campagne électorale, donc il dit toutes les choses qui contredisent à la position de Biden, qui était du côté de l'Ukraine des débuts de l'invasion de Poutine en 2022. Mais après, donc on ne sait pas ce qu'il va faire comme s'il est président. Donc il ne faut pas non plus le prendre complètement comme ça au sérieux. Il faut se rappeler toujours de contexte. Mais en même temps, ces déclarations ne sont pas anodines. Parce que ça peut pousser Poutine, cette vision de l'OTAN divisée, cette vision de l'OTAN où les États-Unis ne vont pas aider l'Europe, ça peut le pousser pour les stratégies plus extrêmes, plus radicales par rapport à l'Europe, notamment par rapport à Moldavie ou Pays-Baltes. Ça dépend dans quel contexte le conflit en Ukraine va finir. Donc voilà, cette déclaration, ils ont aussi leur dimension de rhétorique, mais aussi de rhétorique qui peut influencer finalement la prise de décision au Kremlin. Mathieu. Une toute petite question. La Russie aurait les moyens militaires
maintenir le conflit en Ukraine et d'ouvrir un nouveau conflit dans les pays baltes face à l'OTAN? Bonne question, Jérôme Klech. Conflit en Ukraine ou pas, la Russie n'aurait, au vu d'ailleurs de ce qu'on a vu, de ce qu'elle était capable de faire, même si elle s'est beaucoup améliorée sur les 2 ans, ça c'est certain, elle a appris de ses erreurs. L'engagement d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui de 2021 et même 2022, et a fortiori 2021, pardon. Mais il n'y aurait même pas l'Ukraine que, de toute façon, la Russie n'est pas en mesure d'affronter l'OTAN si l'OTAN inclut les Américains. Voilà. Si c'est l'OTAN, le pilier européen seul, c'est plus discutable. C'est plus discutable. Voilà. Néanmoins, il y a quand même 2 forces nucléaires à l'intérieur de l'OTAN, ce qui suffit, américain mis de côté, ce qui suffit quand même à faire de l'alliance atlantique une alliance nucléaire. Donc ça, c'est déjà pas la moindre des choses. Donc s'il y avait un affrontement, ce serait une forme de contournement, comme on dit, par le bas, c'est-à-dire par une escalade conventionnelle. Et cette escalade conventionnelle, si on prend les arsenaux britanniques, français, naturellement, un certain nombre de pays nordiques, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne dans une certaine mesure et d'autres, Italiens, Espagnols et j'en oublie naturellement, qu'ils me pardonnent, on arrive quand même à un ordre de bataille qui serait quand même largement compétitif et surtout, il y a les équipements et il y a aussi les doctrines d'emploi. Or, la doctrine otanienne d'emploi, notamment de l'arme aérienne, qui est quand même fondamentale en termes de succès militaire, c'est quand même la condition préalable à tout succès militaire, ça ne suffit pas forcément, mais c'est la condition préalable. Là, ce serait écrasant en termes d'avantages pour l'OTAN. Voilà. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de pertes, il y aura même des pertes énormes. Et ça, il faut que les opinions publiques y soient prêtes. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à cette édition spéciale de Sens Public. Je vais rappeler les titres de vos livres respectifs. Jérôme Klech, La prospective stratégique. J'y arrive, aux éditions Hermann, et Romain Mielcarec, Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes, aux éditions de Noël. Voilà, je vous dis à lundi pour un nouvel numéro de Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, et notez que demain matin, l'invité d'Oriane Mancini sera l'essayiste et géopolitologue Frédéric Ancel. Il sera évidemment aussi question des 2 ans de l'invasion russe en Ukraine. Bonne soirée.